tensiomètre n'a pas réussi à détecter ma tension parce que le tensiomètre était limite. En fait, j'avais l'impression que mon cœur, il allait s'arrêter à tout moment. J'étais en difficulté, j'avais du mal à rester éveillée, je voulais dormir. Hello, moi c'est Vinta. Si c'est ta première fois de me découvrir, bienvenue dans mon univers. Si tu étais déjà passé par là et que tu t'es abonné, mille merci. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une story time que j'ai longuement hésité à vous partager. Vraiment là, je prends mon courage à deux mains pour vous partager cette histoire parce que ça, c'est l'histoire de ma vie. C'est une story time qui est super importante pour moi. Donc, vous partagez ça. Enfin, ça va être. Je vous laisse rentrer dans une partie de ma sphère privée. Mais l'histoire, elle est tellement, je pense que c'est important que ce que je vais vous raconter, c'est quelque chose qui me tient à cœur et pour moi, il est important que d'autres personnes soient au courant de ça, sachent et comprennent afin de mieux se préparer et de ne pas être pris de court lorsque cela leur arriverait parce qu'on n'est à l'abri de rien dans la vie malheureusement. Et voilà. Donc, let's get into it. Je vais vous parler de ma grossesse, du parcours grossesse pour quelqu'un qui avait déjà eu une prééclampsie. Ensuite, de la néonate, accouchement prématuré, tout ce qui va avec. Donc, bismillah. Je sais même pas par où commencer la vérité, mais le plus important, enfin, je vais pas vous raconter les débuts de grossesse parce que moi, je suis quelqu'un, il faut savoir que mes débuts de grossesse, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que entre nausées, fatigue au premier trimestre, c'était la muerte. Vraiment, les personnes qui disent que la grossesse, c'est pas une maladie, je vouerais ma vie à combattre ces personnes-là et à leur dire que non, en fait, la grossesse, c'est pas forcément une maladie. C'est pas parce qu'on est enceinte qu'on est malade, mais la grossesse peut entraîner des maladies. Donc, pour moi, dire à une personne enceinte qu'elle n'est pas malade, t'es juste enceinte, t'es pas malade, pour moi, c'est la pire insulte qui puisse exister pour les femmes enceintes. Donc, il ne faut jamais, mais jamais dire ça à une femme enceinte. Jamais. Vraiment, c'est non. Voilà. Voilà, moi, ma grossesse, au début, c'était très, très compliqué. Vraiment, nausées, tout ce qui va avec, comme je vous l'ai dit, hein, c'était pas facile. En plus, moi, mes symptômes, ils ont commencé, si vous voulez, j'étais en Turquie, en vacances. Il faut voir comment c'était chaud. Surtout la Turquie, le pays où il y a le plus d'aliments, des trucs assaisonnés, épicés, enfin, le marché. Et nous, on visitait. Et dites-vous qu'en Turquie, tu lèves la tête, tu vois un fast-food. Tu lèves la tête, il y a un resto. En fait, tu soulèves un caillou, il y a un resto. Il y a des restaurants partout dans le pays, dans la ville, à Istanbul. C'est abusé. Et moi, j'en étais à un point où je ne supportais plus de voir même les images de viande grillée. Je ne supportais plus. J'ai détesté le poulet, j'ai détesté la viande. Vraiment, je n'aimais rien à part l'eau. C'était compliqué. C'était vraiment très, très compliqué. Mais quand je suis rentrée en France, j'ai commencé à prendre, je me suis mise à prendre du Cariban. Laissez-moi vous expliquer. Le Cariban, c'est un médicament pas remboursé par la sécurité sociale, mais qui était le seul qui fonctionnait pour moi et qui coûte entre 22 et 27 euros. Ça dépend de la pharmacie. Mais vraiment, le moins cher, c'est 22 euros et le plus cher, c'est 27 euros de ce que moi, j'ai pu avoir. Heureusement pour moi, ma mutuelle remboursait à hauteur de 90 euros des médicaments non remboursés par la sécurité sociale. Donc, j'ai pu me faire rembourser 90 euros. Mais il faut savoir que ça ne suffisait pas. Parce que le Cariban, je sais plus, j'avais combien de comprimés dedans. Mais ça me faisait maxi 10 jours. Donc, dites-vous que tous les 10 jours, 22 euros, Cariban, pour ne pas vomir. En fait, je dois payer pour pas vomir. C'est insane, c'est insane. J'ai tout testé, Cariban, Donormil. Au début, le Donormil, ça fonctionnait pas. Donc, c'était Cariban, 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 jusqu'à ce que je dépasse vraiment la détresse du premier trimestre, jusqu'à ce que je sois milieu du deuxième trimestre, que j'ai repris le Donormil. Le Donormil, ça va, c'est pas trop cher, c'est 2,50 €, 3 € maxi.
J'ai pris ça parce que moi, les nausées, il faut savoir que si j'arrête de prendre les médicaments, bah, ça continue du début à la fin. Et dites-vous que pendant tout ce temps, je travaille. Je n'ai pas eu d'arrêt maladie. Durant tout ce temps, en début de grossesse, c'était travail, machin, je vais au travail, je prends mes vitamines, je prends ci, je prends ça. C'était compliqué. Vraiment très, très compliqué. Et il faut savoir que mon premier, j'ai eu une prééclampsie. Et donc, puisque j'ai annoncé à mes médecins que j'ai eu une prééclampsie pour ma première grossesse, ils m'ont mis dès le début sur aspirine. Il faut savoir que je n'ai pas été très, très sérieuse dans la prise de mon aspirine. Je n'ai vraiment pas été très sérieuse dedans et je pense que je regrette vraiment de ne pas avoir pris ça trop au sérieux parce que d'une part, je me dis: «Est-ce que c'est pas parce que je n'ai pas pris ça au sérieux, que je n'ai pas pris mon aspirine depuis le début et que je n'ai pas été genre, consistante, dans la prise de ce produit, que je me suis retrouvée avec, ce qui va arriver plus tard?» J'étais suivie, hein, j'étais très suivie, mon médecin m'a suggéré de prendre un tensiomètre. À chaque fois que j'avais des maux de tête, que j'avais enfin, je sais reconnaître les symptômes parce que j'ai déjà eu une prééclampsie, mais ma prééclampsie, elle s'était déclenchée pour mon premier à 36 semaines. Accoucher à 36 semaines, on n'est toujours pas au terme, mais ça va, c'est plus simple parce que on est à une semaine du terme, donc j'étais à 36 plus 1. J'ai accouché, mon fils, il était grand, il n'a pas eu besoin d'aller en couveuse, c'était bien, je l'ai eu tout de suite, et voilà, l'histoire s'est arrêtée là. Sauf que là, j'ai réussi à mener ma grossesse, jusque allez, jusque 28 semaines. Non, je sais plus, j'ai en tout cas, j'avais mené ma grossesse jusqu'au mois de mai. Fin mai, je travaillais, je continue de travailler et là, d'un coup, je commence à avoir des maux de tête, je commence à gonfler de partout, mais il fallait me voir. Je ressemblais je ressemblais à quelqu'un qui sortait d'une bagarre. C'est ce que les médecins, ils m'ont dit. Je ressemblais vraiment à quelqu'un qui sortait d'un combat de boxe, genre. J'étais comme ça, genre, comme ça. Vraiment, il fallait me voir, ma tête est là. En fait, j'ai pris 20 kilos en l'espace de, en l'espace de moins de 2 semaines. En fait, j'avais fait de la rétention d'eau et c'était horrible. En fait, j'arrivais même pas à marcher. J'ai l'impression que si je mettais mon pied, j'étais sur du chiffon, enfin, je sais pas, j'arrivais pas à ressentir les choses tellement que il y avait vraiment de l'eau qui je sais pas comment expliquer ça vraiment, c'était juste exagéré, quoi. J'étais gonflée de partout, mes articulations, la montre, elle rentrait plus, la bague, elle rentre plus, les vêtements ne rentrent plus, même les vêtements qui rentraient avant, ils ne rentrent plus, enfin, c'était abusé. Même j'arrivais même pas à bien sourire, genre j'arrivais même pas à faire ça un big sourire, c'est-à-dire que je me limitais à un moment quoi, vous savez? Et moi j'étais là, je forçais, je vivais ma vie, je faisais ma life toute tranquillement. Je suis allée voir le médecin. Je suis allée voir le médecin une première fois, j'ai dit: «Ah je veux un arrêt maladie, pour, jeudi, vendredi». Ouais, je lui ai dit: «Je veux un arrêt maladie pour jeudi, vendredi parce que là ça va pas». Le monsieur m'a regardé, il a dit: «Toi que je vois là, je ne pense pas que tu pourras retravailler. Mais puisque tu insistes, je vais te mettre jusqu'au 10 juin». Moi, j'étais venue fin mai, genre, le 30 mai que je suis allée aux urgences, je leur ai expliqué ça. Ils m'ont dit: «Je te mets jusqu'au 10 juin. On va voir comment tu t'en sors. Après le 10 juin, si ça va, bah, tu reprends le travail. Si ça ne va pas, on prolonge». Et moi, j'étais là en mode: «Ouais, moi, je vais pouvoir, continuer de travailler» parce que mon congé maternité, il commençait au 27 juin, donc je voulais savez, je sais pas pour qui je me prenais et tout. J'ai dit: «Ouais, moi je veux continuer à travailler et tout, blablabla». MDR. Et donc, le 10 juin, j'étais arrêtée jusqu'au 10 juin. Le 9 juin, madame se réveille. Et dites-vous que pendant ce temps, mon père, il était passé nous voir à la maison. Il m'a vue. En fait, il avait peur. Donc, pour revenir à mon histoire du 10 juin là, le 9 juin, en fait, le 9 juin, j'avais toute la famille qui était là parce qu'on avait un mariage et ma nièce qui s'est mariée, il me semble, le 8 juin. Et quand le mariage est fini, bon, j'avais toute la famille de Belgique qui était venue, on a fait le mariage. Il faut voir comment je dansais à ce mariage, hein. J'ai dansé même, j'ai vraiment dansé. J'ai dansé, je suis restée jusqu'à la fin, il faut voir. Et puis comment j'étais chaud, make-up et tout ça là, non, j'étais chaud. Et je pense que le mariage là s'est passé le 8 juin, dimanche. Et moi, le 9 c'était férié, donc il y a la famille qui repartait en Belgique. On est allé faire quelques courses, au centre commercial, on a acheté des trucs pour les enfants qui partaient.
Et voilà, mes frères et mon mari, ils ont fait quelques courses aussi. Et moi, je rentre à la maison. Je commence à avoir des maux de tête. Et dites-vous que depuis le mois de mai, j'ai ma belle-sœur qui est venue de Norvège pour rester un peu avec moi parce qu'elle m'avait dit que ouais, je viendrai rester avec toi parce qu'elle était en congé maternité. Et voilà, elle était là avec ses deux petites filles, mes petits bébés. Donc elle était là, on est resté, enfin après que les Belges soient repartis chez eux, moi je reviens à la maison, je me rends compte que j'ai atrocement mal à la tête. Vraiment, le genre de maux de tête que je n'ai jamais eu. C'est-à-dire que j'ai upgrade en maux de tête. Ça, vous savez, on a des maux de tête parfois, mais là-bas, je sentais que j'avais upgrade en maux de tête, mal de tête. J'ai dit non, là ça va pas, là ça va pas. Parce que one thing about me, je sais écouter mon corps et je peux savoir à chaque fois que je dépasse une certaine limite. Donc là, je savais que je n'avais jamais eu mal à la tête à ce point-là. Et je dis à mon mari, j'ai trop mal à la tête, j'ai vraiment trop, trop, trop mal à la tête. Et lui, premier réflexe, on prend le tensiomètre, on prend ma tension. On a un tensiomètre domestique. Le tensiomètre n'a pas réussi à détecter ma tension parce que le tensiomètre était limité. En fait, ça déjà, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Ma tension, elle avait exagéré, elle avait explosé. Donc, normalement, la tension average, c'est 12,8. 8,12, 12,8 ou 8,12. Je devais être à 22, 21, 22. En fait, on arrive, ça me serre et dites-vous que ça fait très très mal parce que j'avais la rétention d'eau partout et ça me serrait, ça me faisait très très mal. Et à chaque fois, le tensiomètre, il arrive à un point, c'est sa limite, le tensiomètre se limite parce qu'il ne peut pas détecter plus que ce qu'il a détecté déjà. Il s'arrête, il s'éteint. Et on s'est dit, en fait, on était tellement des loulous qu'on s'est dit, ouais, peut-être que le tensiomètre, il est cassé. On a pris le tensiomètre, on a dit, OK, on va à l'hôpital. On va aux urgences, on arrive aux urgences maternité. Bonjour, machin, on a essayé de, enfin, j'ai mal à la tête, j'ai très très mal à la tête. On a essayé de prendre la tension, mais il se trouve que le tensiomètre ne capte pas. Donc, on a ramené le tensiomètre avec nous. Mais voilà, on est venu pour voir si tout se passe, tout va bien et tout, parce que le médecin, il m'avait dit, dès qu'il y a un truc, dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, viens. Il est mieux. Et ça, moi aussi, je vous le dis. Quand vous êtes enceinte, à chaque fois que vous avez un doute, à chaque fois que vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ne vous dites pas non, ils vont dire que je suis trop chiante, machin. Il faut venir. Mieux vaut venir à la maternité pour rien que de ne pas venir. En fait, venez et mieux on vous dit, il n'y a rien, vous allez bien, vous êtes juste venu nous embêter et puis vous repartez chez vous, il n'y a pas de souci. Et je pense que les sages-femmes, les médecins, ils sont au courant, ils savent. En fait, ils vont jamais, en tout cas en principe, parce qu'il y a toujours des exceptions, il y a toujours des cas où on va shame les mamans qui sont un peu parano, mais franchement, soyez parano. Quand vous êtes enceinte, soyez parano, c'est une très bonne chose pour vous et pour votre bébé. Dès que vous sentez qu'un truc ne va pas, déplacez-vous, allez dire bonjour, est-ce qu'on peut faire une petite consultation? Donc ouais, moi j'arrive, la dame, elle me prend ma tension. Et vous savez, les médecins, ils aiment pas vous mettre dans un état de stress. La dame, elle a pris ma tension, elle m'a rien dit. Mais moi, je regardais son visage et j'ai lu l'expression sur son visage qui disait genre, What is going on? Genre, elle était genre choquée parce que ma tension, elle avait. Là, je dis ça aujourd'hui avec le sourire, mais il faut savoir que c'était vraiment pas le cas hein, ce jour-là. Je l'ai regardée, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout. J'ai dit: «J'ai combien de tension?» Elle a dit: «Vous avez 21 de tension». Et là, j'ai vu, elle sort son petit téléphone là, vous savez les beepers, elle commence à sortir et tout, à appeler, le gynécologue qui était de service pour lui expliquer, enfin pour lui dire qu'il faut qu'on me fasse une échographie pour me mesurer le bébé. J'ai vu que ça commence à appeler les hôpitaux, ça commence à appeler les ambulances. En fait, vous savez comme dans les films et tout, nous ne sommes pas équipés pour prendre en charge ce genre de cas, donc il va falloir qu'on fasse tac, 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 tac. Et j'ai dit: «Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais vivre? Pourquoi à chaque fois que c'est toujours compliqué? Pourquoi à chaque fois que je dois accoucher, je dois toujours revivre une scène de Grey's Anatomy que j'ai déjà regardée? C'est quoi ça?» Et là, ils se mettent à appeler, entre-temps. Ils doivent faire des recueils, des prises de sang par-ci. Ils disent: «Ouais, on va vous piquer ça pour maturer les poumons du bébé parce que là, pour que le bébé puisse respirer tout seul à la naissance, qu'on ait à le brancher, enfin qu'il ait une sonde respiratoire».
Et là, je réalise, je dis: «Je vais accoucher d'un bébé prématuré». Et j'étais encore en fait, je sais pas, j'avais l'impression d'être dans une sorte de bulle. Je ne réalisais pas tout ce que cela impliquait. J'étais tellement dans le mal, je souffrais tellement que je ne savais même pas ce qui se passait autour de moi. J'ai fait tous les examens, on m'a pesée, j'avais eu 20 kilos de plus, 20 kilos de plus, sachant que mon dernier rendez-vous, c'était il y a moins de 2 semaines et j'avais 20 kilos en moins. Donc je dis: «Mais comment on en est arrivé là et tout?» Et le médecin, il était choqué, il était vraiment très choqué. Là, ils ont appelé tous les hôpitaux niveau 3. Je pense que c'est comme ça qu'ils les appellent, niveau 3. Ils ont appelé tous les hôpitaux pour, demander un transfert et du coup, il fallait donner l'alerte et attendre qu'un hôpital soit capable ou ait de la place pour, recevoir, la femme. Donc parmi tous ces hôpitaux-là, j'ai été appelée par, un très grand hôpital, qui est de niveau 3, voit en salle de naissance. Est-ce que, est-ce que vous vous rendez compte du trauma? C'est-à-dire que tu dois accoucher, tu n'as pas fait tes préparations à l'accouchement. J'étais à 30 semaines, je n'avais pas fait mes préparations, séances de préparation à l'accouchement. Même si c'est pas mon premier fils, mais voilà, c'est quelque chose que je n'avais pas fait pour mon premier fils. Je souhaitais vraiment le faire pour celui-là. Et je devais d'ailleurs faire un retour au médecin qui me suivait pour lui expliquer si je voulais une césarienne parce que j'avais le choix. Il m'avait donné le choix, il m'avait dit, est-ce que vous voulez par voie basse ou par césarienne? Et moi, je devais lui faire le retour. Par rapport à ça, j'étais en train de réfléchir à ce que je choisirais, ce qui est mieux pour moi et le bébé. Donc, je prenais des conseils par-ci et par-là. Et donc là, moi, j'arrive en salle de naissance. Je suis là. Et ça commence à me bombarder de médicaments pour baisser ma tension. Parce que le but, justement, c'était de ne pas, enfin, de garder bébé plus longtemps dans mon ventre. C'était de faire vraiment le maximum du maximum pour que bébé puisse rester au chaud. Donc moi, je suis là, j'étais avec mon mari, on arrive et tout. Il faut savoir que c'est pas quelque chose qui est fait pour que tu puisses dormir ou tu puisses te reposer. Lui, il est assis sur une chaise, il a dormi sur une chaise. Moi, sur les lits super pas confortables d'accouchement. Vous savez, hein, les femmes qui ont accouché, vous savez comment c'est pas confortable les tables d'accouchement. Et donc, j'étais juste là. Genre, il y avait des perfusions, il y avait le truc pour le... En fait, il y avait tellement de choses. J'étais tellement perturbée, le nombre de machines, parce que, encore une fois, c'est un hôpital niveau 3. Donc, le nombre de machines, appareils, de personnes qui faisaient des va-et-vient, c'était tellement traumatisant. Et moi, j'étais là. En fait, j'avais les larmes qui descendaient. Genre, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'au matin, ils se sont dit, OK, ça va, la tension, elle a baissé. Parce qu'en fait, il y avait un produit pour faire baisser la tension. Et c'est pas tous les hôpitaux qui ont ce produit-là. Et c'est pas, même si tous les hôpitaux les ont, il faut aller dans une salle spéciale pour qu'on puisse te mettre à la perfusion. Et donc, on se disait, ouais, ça va, on va essayer de faire baisser la tension, blablabla, blablabla. Ok, madame, vous allez rentrer en chambre. Et on m'a enlevé de la salle d'accouchement, on m'a amené en chambre, ce qui était une bonne chose. Et dites-vous que pendant tout ce que je vous explique là, j'ai un premier fils qui est à la maison, mais heureusement que ma belle-sœur était là, qui a été, mais vraiment, en fait, à chaque fois que en fait, je ne sais pas comment je pourrais la remercier d'avoir été là et d'avoir fait tout ce qu'elle a pu faire à cet instant précis. Parce que dites-vous qu'elle-même, elle était maman, elle a 2 enfants, 2 bébés. Il y a mon grand, elle s'occupe de tout le monde, elle s'occupe de la maison, elle fait à manger, elle fait tout pendant que mon mari et moi, on était à l'hôpital. Et mes sœurs aussi sont venues à la rescousse, donc ça gérait un peu la maison à leur sauce. Et nous, on était à l'hôpital, on était en train de suivre ce qui se passe. Chaque matin, les médecins, quand ils viennent me voir, en fait, ils m'appuient comme ça, genre, t'appuies le truc, et puis ton doigt reste. Ils tapent le genou pour voir s'il y a, je sais pas, je sais vraiment pas ce que ça voulait dire. On me cogne le genou, on fait ci, on fait ça. Après, moi, je sais vraiment pas ce qui se passe. Je me dis, bah, le médecin, le chef de service, il m'a regardé et m'a dit, dans tous les cas, vous n'allez pas sortir ici sans votre bébé. Je ne sais pas si vous allez accoucher. Il m'a demandé, vous avez accouché votre premier à quel terme? J'ai dit 36 semaines. Il a dit, vous n'arriverez pas à 36 semaines. Ça, je vous le dis tout de suite. On va essayer de garder bébé au chaud le maximum qu'on pourra. On va essayer de le garder au chaud. Après,
Si jamais il faut, sachez que l'hôpital est bien équipé pour accueillir des bébés beaucoup plus jeunes que celui que vous avez. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Le plus important, c'est que vous, bébé et vous, soyez en bonne santé. J'ai dit, OK. Et moi, j'étais là, j'étais vraiment dans un mood de qu'est-ce qui se passe? En fait, j'étais tellement triste. Et vous savez, avec les hormones aussi, je passais mes journées à pleurer. Mais vraiment, je pleurais, je pleurais, je pleurais. À chaque fois, je me disais, mais pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? J'ai besoin de ma maman. Je veux aussi. En fait, c'était tellement... Mais c'était d'une tristesse pour moi. J'étais tellement triste. Je me dis, mais pourquoi ça m'arrive à chaque fois? Pourquoi? Mais alhamdoulilah, j'avais un très très bon support system, que ce soit la famille, mes amis, il y a tout le monde qui était là pour moi, tout le monde qui était venu me voir, il y a tout le monde qui me ramenait à manger et vraiment tout le monde me ramenait. J'ai ma copine, j'ai Aïcha qui me ramenait, elle me ramenait le matcha de Joanne de Juice à l'hôpital parce qu'elle sait que c'est ce que j'aimais. Elle me ramenait des cadeaux pour me faire plaisir. Elle me ramenait un petit ventilateur, elle m'a ramené même des boucles d'oreilles et tout. En fait, c'était vraiment toutes mes copines qui sont venues me voir, qui ramenaient à manger, qui venaient parler. Enfin, c'était tellement bien. Le support system, il était genre là. Mon mari aussi, il était là tous les jours, tout le temps. Il était assis là. En fait, il dormait sur une chaise. Dites-vous, je suis arrivée à l'hôpital, c'était mardi, il me semble. Donc mardi, mercredi, jeudi. Jeudi, qu'est-ce qui se passe? On constate, dites-vous déjà, pendant tous ces jours-là, on prend la tension. À chaque fois, la tension, tantôt elle est genre super, elle a explosé, tantôt elle est normale, enfin pas normale, hein, mais normale pour quelqu'un dans mon cas, genre 14, ça va, tu vois, ça faisait sourire les sachants, ils se disaient, ah, ça commence à aller et tout. Moi, à this point, tout ce qui m'intéressait, c'est que moi, mon bébé, qu'on puisse aller mieux. Donc, moi, j'étais juste là. Je disais, OK, écoutez, j'espère que ça va le faire. Et donc, le jeudi, qu'est-ce qui se passe? Battement de cœur irrégulier pour le bébé. En fait, déjà, la journée du jeudi, à un moment, je me suis posée, je ne sentais pas de coups. Je ne sentais pas de coups de pied. Je me suis dit, j'ai appelé les sages-femmes, j'ai dit, je ne sens plus mon bébé, je n'ai pas senti. Ça vient mettre le monitoring, enfin, c'est ça, hein. Je sais même plus comment on appelle ça. Les petits trucs là pour monitorer et tout les battements de cœur du bébé. Donc, moi, je dis, OK, on me le met. Après, on voit que coup-ci, coup-ça, genre, les battements de cœur commencent à être irréguliers. Et là, on me ramène en salle d'accouchement. C'est-à-dire, ce qui se passe, on me ramène encore en salle d'accouchement. Et on fait tous les contrôles, ma tension baisse, on me donne des choses, on essaie un peu de stimuler bébé. Et à un moment, les battements de cœur redeviennent réguliers. On me dit, OK, là il est 4 heures du matin, vendredi, repartez en chambre. Donc moi, je prends mes petits pieds, je repars en chambre. Je m'allonge, je me dis, OK, tout va bien. Bon, je m'allonge, enfin, je fais ma vie vraiment. Et à un moment, puisque la veille, on avait ressenti quand même qu'il y avait des battements de cœur irréguliers, on m'a mis le monitoring pour surveiller. Et là, je vois la sage-femme. Déjà à midi, qu'est-ce qu'on me dit à midi? Non, à 10, 11 heures, on me dit, il ne faut pas manger, il ne faut rien manger. J'ai dit, hey, ça va chauffer. Et quand on m'a ramené mon repas de midi, repas bien de l'hôpital, vous savez, du coup, on m'a dit, c'est écrit, il y avait une note sur l'assiette, ne pas encore manger, attendre avant de manger. Et moi, je dis, OK, ben, il y avait mon mari là, on se dit, peut-être qu'il se peut que ça se passe d'une minute à l'autre. Donc, on est resté là, alerte, on attendait. 13 heures, on vient me dire, ah, ben, vous pouvez manger. Et quand ils ont dit, bah, vous pouvez manger, ce qu'on s'est dit, bah, ça veut dire que c'est pas maintenant. Et là, c'était le bon moment, j'ai dit à mon mari, ouais, cours à la maison, prendre quelques affaires, peut-être prendre une douche, nous ramener des trucs à manger de la maison. Je mange, je fais ma vie, je suis allongée, je regarde ma série. En plus, je regardais Grey's Anatomy. Il y a une sage-femme qui est rentrée, elle a dit, mais vous êtes très, très courageuse de regarder Grey's Anatomy alors que vous êtes hospitalisée et que c'est un peu chaud. J'ai dit, bah, moi j'aime bien Grey's Anatomy, donc ça va, je peux regarder. Et là, je vois la sage-femme. Vous savez, quand les soignants commencent à rentrer dans votre chambre, rentrer, après ressortir, passer un coup de fil, après re-rentrer, dites-vous qu'il y a quelque chose qui se passe. Vraiment, il y avait quelque chose qui se passait. Les battements de cœur étaient encore irréguliers. Et là, les
les médecins, ils sont venus, ils ont dit, on attend un petit instant pour voir. On attend genre un peu. Le un peu là, c'était, on va attendre peut-être 1 heure, 30 minutes, 1 heure pour voir comment ça se passe. 5 minutes plus tard, on vient me dire, non, en fait, prenez tout, laissez tout, prenez juste votre téléphone, on va fermer la chambre, on va en salle d'accouchement, vous allez accoucher. Est-ce que vous pouvez marcher toute seule? Je pouvais marcher, mais je ne pouvais pas marcher rapidement. Donc, ils ont ramené les gens, là, les ambulanciers, enfin, des gens qui poussent là à l'hôpital. Ils les ont ramenés me chercher, on m'a mis sur un truc là, on m'a poussé. Appelez votre mari. Mon mari venait d'arriver à la maison, il venait tout juste d'arriver à la maison, parce qu'il a pris un Uber ou un Bolt, je ne sais plus. Dès qu'il arrivait à la maison, je l'appelle, je lui dis, il faut que tu reviennes. Il faut que tu reviennes, là, je vais en salle d'accouchement. La gynéco, elle vient me voir, elle me dit, bonjour. Donc, on aurait voulu vous garder, mais je ne veux prendre aucun risque. Je veux prendre aucun risque, vraiment. Elle était là, elle était peinée, je la voyais. En fait, elle était enceinte, j'avais même pas remarqué qu'elle était enceinte, tellement j'étais en PLS. J'étais là, ouais, je peux pas, on peut pas prendre de risque. On va attendre un peu, appelez votre mari, on va voir où ça en est, s'il sera là dans un instant. Si on va attendre 15 minutes, s'il n'est pas là au bout de 15 minutes, on part. Et j'ai commencé à pleurer mes meilleures larmes. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, moi, je vais accoucher en urgence, toute seule. Bon, pas toute seule, mais genre toute seule. Je n'ai pas de support system. Je suis seule. Je n'ai pas quelqu'un pour me tenir la main. Non, genre, ça ne me convenait pas. Et enfin, ça ne me convenait pas. On s'en fiche de ce qui me convient ou ce qui ne me convient pas. Le plus important, c'était de me garder le bébé et moi en vie. Et moi, je leur ai dit clairement, écoutez, moi non plus, je n'ai pas envie de prendre de risques. Si vous sentez que bébé, ça va plus, ça va pas trop, allez, on déclenche, je suis d'accord. Et là, on attend. Et dites-vous que mon mari, il est à peine arrivé à la maison, je l'ai appelé, il a pris Bolt tout de suite. Genre, il a pris Bolt, c'est le temps de retourner à la maison, à l'hôpital. Les médecins, ils ont dit, on peut pas. On part, il va nous retrouver dans le bloc opératoire s'il vient. Et là, on part, genre, je vois le nombre de personnes qu'il y a autour de moi, c'est insane, genre, la péridurale, tout le processus, comment ça va se passer, est-ce que vous avez un prénom pour votre bébé? Mais bien sûr que je n'ai pas de prénom pour mon bébé. En fait, j'avais déjà le prénom, je savais quel prénom que je voulais donner, mais j'étais tellement en détresse que je ne savais plus ce qu'il y avait, ce qu'il n'y avait pas. Je savais plus. Tout ce que je voulais, c'est d'avoir une main à tenir, une main, enfin, tout ce que je voulais, c'était vraiment que mon mari soit là, en fait. C'est tout ce dont j'avais besoin pour le coup. Et là, lui, il était en mode, il a dit, je ne peux pas conduire dans cet état-là. Je prends Bolt, je prends Uber, j'arrive. Et là, il était dans le VTC, il est en train de dire au gars, genre de taille, vous savez, comme dans les films et tout, griller les feux, fait tout. Et le monsieur, en fait, c'était quelqu'un aussi qui était très sensible, qui a eu sa femme qui a accouché dans le même hôpital, comme par hasard. Du coup, il a taillé, il a vraiment bien taillé, hein. Et le temps que mon mari n'arrive, en fait, l'hôpital est tellement énorme, c'est-à-dire que le temps d'arriver là où tu descends et d'arriver à la section accouchement, l'accouchement peut très très bien être fini, quoi. Et là, mon mari faisait qu'appeler. Il y a une des sages-femmes qui a pris mon téléphone, c'est elle qui répondait à chaque fois que mon mari appelait. Elle répondait, ouais, machin, on est ici et tout, blablabla. Et là, il est venu. Quand il est arrivé, le bébé était déjà sorti, hein, il l'avait pris. Parce que dites-vous que 30 semaines, donc dès que le bébé est sorti, black, on l'attrape, on court en réa néonat. Donc lui, il a suivi, ils sont allés en réa néonat. On m'a ramené dans la salle de réveil. À la salle de réveil, on m'a donné de la morphine. Vraiment, s'il y a quelque chose que j'ai détesté dans tout ce processus-là, c'est d'avoir été sous morphine. Les cracks, je ne sais pas comment vous faites, parce que moi, j'ai vraiment détesté être sous morphine. J'étais comme, c'est quoi ça? En fait, la sensation que j'ai eue, j'avais l'impression que mon cœur, il allait s'arrêter à tout moment. J'étais en difficulté, j'avais du mal à rester éveillée. Je voulais dormir, je voulais vraiment dormir. Je n'arrivais pas à dormir. J'étais là et j'avais une montre en face de moi parce que effectivement, ça n'aurait pas été drôle. Le temps, il passait pas. C'était horrible, c'était vraiment horrible. Je les déteste de m'avoir donné de la morphine. Vraiment, j'aurais voulu ne pas avoir de morphine et c'est là à regarder la montre et à
fight for my life, genre, parce que littéralement, c'est ce qui se passait. Je n'arrivais pas à. En fait, j'étais en détresse. Après, je sais pas moi, de longues minutes, mon mari a eu l'autorisation de venir me voir. Vraiment, j'étais tellement contente de le voir. Et lui aussi, il était en panique, il partait à gauche et à droite parce qu'il allait aller voir le bébé, il a fait des photos. Dites-vous que je n'avais pas vu bébé, hein. Je l'avais pas vu pendant tout ce temps-là. En fait, je pense qu'ils me l'ont montré, mais vite fait. Et j'avais une sage-femme qui était très, très adorable. À chaque fois, elle me disait, ouais, ce qui se passait là, elle me rassurait. Là, votre bébé est sorti, et il a respiré tout seul. Elle m'a dit, il a respiré tout seul, mais l'espoir que j'ai eu à ce moment-là, parce que dites-vous que I was fighting for my life, genre j'étais inquiète pour ma propre santé, inquiète pour le bébé. Est-ce que ce bébé va aller mieux? Est-ce que ça va aller? Enfin, c'était tellement, mais tellement mélangé. Et là, on m'a dit que tout va bien, le bébé a été amené en réa néonat. Mon mari l'a vu, il a dit, ah oui, ça va, tout va bien et tout. Il m'a fait des photos. Il a ramené, il était genre comme ça, tout minuscule. Et moi, il est venu me voir après un petit instant quand mes jambes, ça allait, parce qu'il faut savoir bouger les jambes. En tout cas, pour les césariennes, il faut être en capacité de bouger les jambes pour pouvoir retourner dans sa chambre. Donc, dès que j'ai réussi à bouger mes jambes, on m'a ramené dans la chambre. J'étais sous morphine. Je ne vous explique pas la sensation. Je disais n'importe quoi. Je faisais n'importe quoi. Vraiment, j'ai eu des sushis parce que je voulais des sushis. Je n'ai même pas pu bien manger mes sushis, genre bien les enjoy. C'est parti en... Donc, bébé est parti en réa néonat. Vraiment, c'est là maintenant pour moi le plus dur à commencer. Parce que dites-vous que tout ce qui s'est passé là, j'étais dans le déni là. Je suis là. Bébé n'est plus dans mon ventre. Bébé n'est pas à côté de moi. La sensation, la douleur que j'ai ressentie dans le plus profond de mon être à ce moment-là, elle est juste inexplicable. Et c'est juste que, en fait, en réa néonat, tu ne peux pas juste te lever et venir. En fait, tu peux pas juste aller faire ta vie, quoi. Genre, tu dois aller, tu dois sonner, t'annoncer, venir, mettre le masque. Tu vois, il y a tout un protocole pour pouvoir être avec ton bébé. Sachant que moi, je suis fatiguée, j'étais même pas capable de marcher à ce moment-là. Il fallait me pousser sur la chaise, m'amener jusque dans la chambre. Je reste un peu, je peux pas le prendre parce qu'il y a des fils partout. La chambre, il n'y avait pas de fenêtre, il y avait que la lumière bleue. C'était infernal. Vraiment, à chaque fois que j'étais fatiguée et qu'il fallait que je reparte dans ma chambre, il y a un sentiment de tristesse et de culpabilité qui m'envahissait. J'avais l'impression que j'étais en train d'abandonner mon bébé. J'avais l'impression que je dois rester plus. Et j'avais la sensation que je sais pas. En fait, je me sentais tellement inutile, je ne le changeais pas, je pouvais rien faire. Je devais juste m'occuper de moi, de recover et de pouvoir venir toute seule et devenir moi-même. Genre, c'était infernal, c'était vraiment très, très compliqué. Et là, le protocole, c'est quoi? C'est que une fois que l'accouchement est passé pour les césariennes, c'est 5 jours d'hospitalisation. Et puis, pendant les 5 jours, c'est vrai que je suis dans une aile, le bébé est dans une autre. Il fallait faire tout le trajet pour venir voir bébé. Moi, je marchais vraiment comme un escargot. Quand j'ai réussi à marcher, parce qu'avant, c'est mon mari qui me poussait et m'amenait jusque-là. Donc, s'il partait pour X ou Y raison, ou s'il se déplaçait, ou s'il venait à la maison pour notre plus grand, bah, je ne pouvais pas venir voir bébé. J'étais là, je suis condamnée à l'attendre, en fait. Et du coup, il y avait de la culpabilité, mais pro max. Moi, ce que je faisais, c'est de tirer le lait. Donc, j'ai commencé tout de suite à faire du tirage, du recueil de lait. J'avais des étiquettes. Ça m'occupait. Enfin, j'avais l'impression de faire quelque chose. J'avais la sensation de faire quelque chose, de participer à tout ça. Je tire le lait et je le ramène. On m'a expliqué le processus. Il fallait attendre 13 jours pour que bébé puisse avoir mon lait et pas le lait des dons qui sont dans les néonates. Et moi, j'étais là comme, OK. Et après, on voit que la situation de bébé s'est améliorée. Et une chose importante, c'est que quand il a été ramené en réa néonat, il n'a pas eu besoin de sonde respiratoire. Il a respiré tout de suite tout seul. Vraiment. Et du coup, ça, c'était un soulagement pas possible. Après, on est resté en réa néonat et ils se sont rendus compte la veille de ma sortie à moi qu'il n'avait pas besoin de rester en réanimation, que tout allait bien pour lui. Il était juste petit, il avait besoin de grandir et voilà, de manger.
Et voilà, le jour de ma sortie, on m'a annoncé le même jour. Ça, j'ai détesté aussi. J'ai détesté, j'ai dit, mais pourquoi on m'annonce aujourd'hui que bébé va sortir, va changer d'hôpital? Parce que moi, je m'étais déjà faite à l'idée que bébé allait rester là et que si je rentrais chez moi, mon trajet allait être chez moi à l'hôpital dans lequel j'ai accouché et que enfin, j'aurais eu besoin d'être informée à temps pour pouvoir me réajuster parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Les changements de dernière minute, j'ai vraiment du mal. Donc, j'étais perturbée, genre, ça m'a rendue triste. J'ai dit, mais mon bébé va aller ailleurs et tout, comment ça va se passer? Et là, il fallait que moi, je sois là pour pouvoir aller avec bébé dans la néonate, la nouvelle néonate où bébé sera hospitalisé. À mon heure de sortie, mon mari il est venu la récupérer les affaires, il l'a mis dans la voiture et du coup, il fallait qu'il nous dévance. Moi, je devais attendre à l'ambulance. Bébé est derrière, moi, je suis devant. Dans l'ambulance, on est allé dans le nouvel hôpital. Et dites-vous que ça, on l'a laissé, on est allé à l'hôpital, on a fait les formalités, on nous a un peu expliqué comment ça se passait, à quel moment on peut espérer le voir sortir. Enfin, ils ne vont jamais se prononcer sur des moments précis pendant lequel le bébé peut sortir. On va juste te dire, il faut que le bébé soit en mesure de faire ça et ça et ça et ça pour qu'on puisse laisser bébé sortir. Du coup, c'était tellement compliqué. On te dit, il faut qu'il atteigne ce poids-là, il faut qu'il soit capable de s'alimenter tout seul sans qu'il ait besoin d'une sonde alimentaire. Et il faut que ça et ça et ça soient mis en place. Et là, il fallait qu'on rentre parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on fait là, moi, je suis quand même césarisée. C'est-à-dire que je n'ai même pas le temps ni l'espace pour pouvoir souffrir de ça déjà en toute tranquillité. Il fallait qu'on s'assure que tout fallait qu'on s'assure que ça s'est fait. Donc, après, il fallait quitter l'hôpital et partir à la maison, prendre une douche pour moi, manger et me reposer. Il faut voir comment ça m'a déchiré le cœur de quitter l'hôpital. Parce que dites-vous que tout ce temps-là, même si j'avais été séparée de mon bébé depuis l'accouchement, j'avais cette sensation de proximité parce qu'on était toujours dans le même établissement. C'est-à-dire que moi, j'étais en haut et lui, il était dans une autre aile. Mais là, j'allais partir à la maison. Bébé n'est pas dans mon ventre, bébé n'est pas dans mes bras. C'était horrible. La sensation, en fait, la douleur que j'ai eue ce jour-là, je ne pensais que je n'allais jamais me remettre de cette douleur-là. Je ne pensais que je n'allais jamais être heureuse à nouveau dans ma vie. J'ai tellement pleuré. En fait, j'étais dans un état pas possible. C'était comme si on m'avait arraché une côte. C'est comme si, en fait, on me poignardait. Je sais pas, la douleur, elle est juste inexplicable. Vraiment, ce que j'ai ressenti là, je ne le souhaite à personne. À mon pire ennemi, je ne vous le souhaite pas. Je suis rentrée à la maison. Je me suis affairée. En fait, je ne voulais pas m'asseoir. Je ne voulais pas. En fait, j'ai été envahie par un sentiment de culpabilité qui ne m'a été imposé par personne. C'est-à-dire que moi-même, je culpabilisais à l'idée de m'asseoir et de rien faire. Pour moi, il était absolument important que je sois en train de faire quelque chose. Donc, tirer du lait, commander les affaires du bébé. En fait, il fallait absolument que je sois en train de faire quelque chose. Laver les affaires du bébé. Et donc, les personnes qui venaient me voir à la maison me disaient, mais Binta, repose-toi. Tu ne ressembles pas à une nourrice là. Tu es en train de vivre ta vie comme si tu ne viens pas d'accoucher. Et moi, ça m'allait très bien. Je ne me rendais pas compte. Tous les jours, on faisait les allers-retours, on partait à la néonate. Vous savez quelle sensation j'avais quand bébé était à l'hôpital? J'avais l'impression que mon bébé ne m'appartenait pas. Genre littéralement, qu'il ne m'appartenait pas et que c'était leur bébé. Et du coup, en fait, j'étais en prière. Mais rendez-moi mon bébé, s'il vous plaît. Mais il fallait attendre que les 36 semaines. D'ailleurs, lui, il a fait 37 semaines. C'est quand il a eu 37 semaines qu'on nous a laissé sortir. Il faut voir comment je priais pour pas qu'il fasse une bradycardie ou une tachycardie, je sais pas, qu'il y ait des choses, des petites choses. Parce que dites-vous qu'on programme la sortie de bébé, mais à la moindre petite chose qui se passe dans la nuit, bah, la sortie, elle est annulée. Elle est vraiment annulée. Donc, du coup, moi, j'étais là, j'avais tellement peur parce que j'étais fatiguée, j'étais épuisée physiquement, j'étais épuisée mentalement. Dites-vous que tout ce temps-là, j'étais enceinte. Déjà, tu es enceinte, tu es fatiguée. Ensuite, j'ai accouché la césarienne. Je n'ai pas eu de temps ni d'espace de souffrir de cette césarienne-là. J'étais sur la route tous les jours. Tous les jours. Sauf les jours où c'est mon mari qui me dépose ou c'est lui qui vient me chercher et tout. Tous les jours, j'étais là. Parce que dites-vous aussi que j'ai un autre enfant.
Mais comme on est deux, on s'est partagé le truc. Donc toi, tu t'occupes du grand, moi, je m'occupe du bébé. C'était dur, c'était vraiment, vraiment dur. C'est-à-dire que tout l'été, j'ai la sensation d'avoir passé tout l'été, juin, juillet, dans une chambre, en train de regarder, de regarder des trucs, des beepers sonner, des infirmières passer. Enfin, je détestais pas ça, hein. Moi, j'aimais bien aller être là avec lui. Mais voilà, je ne pouvais plus, en fait, laisser mon bébé. Et le jour où on est rentré avec le bébé, oh, ce jour-là, ce jour-là, j'étais tellement heureuse et en fait, c'était le plus beau jour de ma vie ce jour-là. En tout cas, jusque-là, c'était le plus beau jour de ma vie. Et vous savez ce que ça a fait, le périple néonat, vraiment. Si quelqu'un vous dit, mon enfant est en néonat, donnez-lui tous les respects possibles parce que c'est juste une aventure. Déjà, tu ne sais pas quand est-ce que ton enfant va sortir. Est-ce que ça va? Parce que dites-vous que nous, on avait la chance, notre bébé, alhamdoulilah, il n'était pas malade, il ne faisait pas d'événements, il était tranquille. Mais il y a des bébés, ils sont en néonat parce que non seulement, en plus d'être prématurés, ils ont des maladies. C'est d'ailleurs pour ces maladies-là que les bébés ont été, que les bébés sont nés à l'avance, c'est pour qu'ils puissent être monitorés à l'extérieur. Donc, c'est chaud la néonate et c'est compliqué. Tu sais pas quand est-ce que ton bébé va sortir. Tu sais pas c'est quoi le poids idéal. Tu te poses des questions. Et moi, ChatGPT avait peur de moi à ce moment-là parce que je posais tellement de questions. À chaque fois, je disais mais tant de nombre de kilos pour tel nombre de semaines. Est-ce que c'est normal? C'était mon psy. Ah et aussi à néonat, il y avait la proposition de psychologue, parce qu'il y avait une psychologue de la néonat qui était là, qui t'écoute et tout. Moi, on me l'a proposé et je suis allée la voir. Je la voyais toutes les semaines. Toutes les semaines, j'étais dans son bureau en train de parler, en train de pleurer et tout. Ça m'a aidé. Vraiment, si on vous propose les psys de l'hôpital, si jamais, je ne le souhaite à personne, mais si jamais vous vous retrouvez dans ce genre de situation, on vous propose la psy ou le psy du service, acceptez. C'est gratuit parce que les psychologues, ça coûte cher. Ça coûte cher. Moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup profité de ça. En plus, ce qui est bien, c'est que tu peux lui parler d'autres choses qui ne sont même pas related au bébé, hein. Tu peux lui parler de ta vie, tu peux lui raconter tes autres problèmes que tu as, que tu voulais dire à un psy depuis. Donc, moi, j'en ai bien profité. Et quand je suis sortie, quand je suis arrivée à la maison, j'ai commencé ma vie de maman. Et là, ma belle-sœur, quand le bébé est revenu, je suis venue m'allonger dans le lit, à côté de bébé dans son cours dodo. Et elle était là, elle a dit, genre en mode, Binta, aujourd'hui, tu es allée te coucher vraiment comme une nourrice. Et j'étais genre contente. J'ai dit, oui, je vais enfin me coucher comme une nourrice et tout ça là. C'était trop bien. Et voilà. Et quand tu sors de l'hôpital, c'est trop facile qu'on te laisse comme ça. Parce que c'est pas ton bébé. Encore une fois, c'est pas ton bébé. C'est le bébé de la France. C'est le bébé de tout le monde. Donc, il y avait l'hospitalisation à domicile. Dès le jour suivant, il y a une infirmière qui va passer, enfin il y a plusieurs infirmières qui passent, mais c'est une par jour, qui passe peser ton bébé. On t'envoie d'abord un carton avec la balance, on t'envoie du matériel, du gel hydroalcoolique, des surchaussures. Moi j'ai tout ça, hein, j'ai tout ça encore à la maison. On t'envoie du gel hydroalcoolique, des trucs pour se laver, désinfecter, vous savez les petites blouses là des sages-femmes et tout, pour venir examiner le bébé, voir que tout va bien, que le poids il est en train continue d'augmenter. Parce que dites-vous que s'il y a un seul truc qui ne va pas, hop, 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 on retourne à la néonate. Et moi, j'avais tellement peur que ça arrive, mais alhamdoulilah, bébé a continué de bien progresser. Et on a fait, genre, je pense, une semaine d'hospitalisation à domicile. Et après, l'infirmière, elle m'a dit, moi, de mon côté, ça va. Est-ce que vous êtes à l'aise de faire les soins? Et aussi, il s'assure que tous les rendez-vous sont pris, parce qu'il y a plusieurs rendez-vous. Il faut vérifier les reins, il faut vérifier les yeux, il faut vérifier les oreilles. Et les infirmières vont s'assurer que tous les rendez-vous ont été pris et que tu es capable de donner tous les médicaments, c'est-à-dire le fer, le Zimadé, l'acide folique, tout ce qui est à supplément, que tu es capable de donner tout seul avant que l'hospitalisation à domicile soit arrêtée. Et moi, l'hospitalisation à domicile a été arrêtée. J'étais tellement contente. Vraiment, je me suis dit, enfin séparée du corps médical. Et là, avec mon mari, on s'est dit, ouais, viens, on va voyager un peu pour souffler un peu avec les enfants, on va changer d'air. Là, on a voyagé, on est allé à Beauval, on a regardé les animaux pour mon plus grand parce que lui aussi, ça faisait longtemps que on n'avait pas vraiment le temps et l'énergie de nous occuper de lui comme il se doit. Donc, on a dit, lui, il aime bien les animaux et tout. Donc, on va l'amener voir les animaux. On est allé dans le plus grand zoo. Il a vu tous les animaux. Après, on est allé à Annecy.
Et moi qui étais à Annecy en train de me dire, ouais, là, c'est bon, cool la vie et tout, on va profiter, nanani et nanana. La PMI m'appelle. Bonjour madame. Du coup, par rapport à votre bébé, est-ce que j'ai dit, oh my god, ça ne va jamais s'arrêter en fait. Et donc la PMI, ils ont voulu me mettre le grappin dessus. Ouais, il faut ramener le bébé, on va l'examiner, sinon on peut faire le déplacement. Et moi, je voulais pas que quelqu'un, je voulais plus voir personne chez moi. J'ai dit, je vais l'amener. Et donc quand je suis rentrée d'Annecy, j'ai ramené le bébé, on l'a pesé, on a vérifié que tout allait bien. Et est-ce que vous voulez vous inscrire ici et tout? Je me suis inscrite là-bas et voilà, on a continué la visite, on a continué le suivi de bébé là-bas. Et voilà, aujourd'hui, tout se passe bien, alhamdoulilah, on est là avec bébé, bébé se porte très très bien, il grandit, il a rattrapé son poids, alhamdoulilah. Donc, c'était tout pour moi. Je voulais partager cette histoire avec vous, vraiment pour vous expliquer certaines choses, partager mon vécu avec vous. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. N'hésite pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Et voilà, je peux la partager pour sensibiliser aussi à tout vraiment, à l'entourage, la famille, pour savoir vraiment que c'est parfois la grossesse, l'accouchement, ça peut être un périple, ça peut être une aventure très très compliquée pour les femmes. Donc il est très important d'avoir un bon support système justement pour que tout se passe pour le mieux. Allez, bisous les guys!